Bonsoir, chers auditeurs du soir. Ce soir, je vais vous conter une histoire mystérieuse. Que feriez-vous si quelqu'un entrait dans votre vie, affirmant connaître votre destin, vos craintes et ce que vous cachez au fond de vous-même? Entre mystère, espoir et vérité, plongez avec moi dans ce récit. Je vous souhaite une bonne écoute. Ernest. Chapitre 1. Une lumière dans les profondeurs. Le lac scintillait sous les rayons du soleil d'un après-midi d'été. Situé au creux des montagnes savoyardes, il était entouré de sapins majestueux qui se dressaient tels des sentinelles. Le vent jouait dans les branches, produisant une mélodie apaisante qui se mêlait au clapotis régulier de l'eau contre les berges. Matteo, âgé de 10 ans, courait pieds nus sur le rivage caillouteux, ses cheveux châtains en bataille. Non loin, Élise, une fillette au visage éclatant d'énergie, le suivait en riant. Elle portait une robe blanche aux ourlets tachés par les éclaboussures de leur jeu. « Regarde, Matteo, un cygne !» s'écria-t-elle, en pointant du doigt. Sur l'eau calme, un grand cygne glissait gracieusement, son plumage blanc contrastant avec le vert profond du lac. Fascinée, Élise s'approcha du bord. À genoux, elle tendit une main impatiente pour essayer de toucher l'oiseau. Le cygne, surpris, battit des ailes et s'éloigna brusquement, mais le mouvement déséquilibra Élise. Elle glissa sur les pierres humides et tomba dans l'eau avec un cri étouffé. À cet instant, tout sembla se figer. Matteo resta paralysé une fraction de seconde, avant que la panique ne l'envahisse. Il courut vers l'eau, appelant son ami à plein poumon. « Élise, agrippe-toi, je suis là !» Les eaux profondes avalèrent rapidement la petite silhouette de la fillette. Sans hésiter, Matteo plongea. Le froid mordit sa peau, mais il ne s'arrêta pas. Il ouvrit les yeux sous l'eau, cherchant désespérément. Il la vit. Ses cheveux noirs flottaient comme un halo autour de son visage effrayé. Matteo nagea de toutes ses forces, attrapa son poignet et la tira vers lui. Le poids de son ami le ralentit, mais il lutta, frappant l'eau de ses jambes. Sa poitrine le brûlait, réclamant de l'air. Ils remontèrent enfin à la surface. Élise toussait et tremblait, mais elle était en vie. Matteo nagea vers la berge, mais un courant puissant l'emporta. Alors qu'il luttait pour maintenir Élise hors de l'eau, une vague de fatigue submergea son corps. Ses bras devinrent lourds et sa vision s'assombrit. Il sentit qu'il coulait. Un éclat, une lumière. Dans les profondeurs du lac, Matteo aperçut une lueur douce et chaude. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Le froid disparut, remplacé par une chaleur bienveillante. Il se sentit enveloppé, apaisé, comme si un voile invisible lui murmurait de ne pas avoir peur. Puis, une main, une poigne forte le tira violemment vers la surface. Un pêcheur qui passait par là venait de plonger pour les sauver. Matteo ouvrit les yeux. L'air vif de la montagne s'engouffra dans ses poumons. Il cracha l'eau qu'il avait avalée et s'accrocha à la rive. Élise pleurait, enroulée dans une couverture que le pêcheur avait sortie de son sac. Elle leva les yeux vers Matteo. « Tu m'as sauvé », murmura-t-elle. Matteo, encore tremblant, murmura. « J'ai vu quelque chose sous l'eau, une lumière. Élise, tu crois que c'était… » Elle secoua la tête, incapable de répondre.
Mais Matteo savait qu'il avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Ce souvenir s'imprima en lui, ancré comme un secret qu'il garderait pendant des années. En silence, ils restèrent sur la rive, leurs mains tremblantes, entrelacées, sous le regard bienveillant des montagnes. Le soleil continuait à briller, indifférent au drame qui venait de se jouer. Chapitre 2. Le maître du barreau. Paris, un matin gris et humide. Les rues grouillaient de passants pressés, enveloppés dans leurs manteaux sombres, les yeux baissés pour éviter les flaques d'eau. Le bourdonnement des moteurs et le tintement des cloches des bicyclettes formaient une cacophonie familière qui emplissait les avenues haussmanniennes. Mais dans le bureau de Matteo Delcourt, perché au sommet d'un immeuble moderne du 8e arrondissement, le bruit de la ville semblait lointain, presque irréel. Matteo se tenait debout devant la large baie vitrée qui donnait sur les toits de Paris. Ses mains croisées dans le dos, il fixait l'horizon sans vraiment le voir. Ses cheveux châtains, coupés courts, portaient des reflets argentés au niveau des tempes, un détail qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Son costume, taillé sur mesure, reflétait la rigueur de son métier, mais son visage, lui, trahissait une fatigue plus profonde. Une douleur sourde pulsait dans sa poitrine, une sensation qu'il ignorait depuis des semaines mais qui, ce matin-là, semblait plus insidieuse. Un coup discret, frappé à la porte, le tira de ses pensées. « Monsieur Delcourt, vos clients pour la réunion de 10 heures sont arrivés. » La voix de sa secrétaire, précise et professionnelle, le ramena à la réalité. Il acquiesça sans se retourner et ajusta rapidement la cravate anthracite qui complétait son élégance. « Faites-les entrer », dit-il d'une voix posée, bien que ses tempes battent sous la pression. Matteo était l'un des avocats les plus respectés de Paris. Son cabinet, spécialisé dans les litiges complexes et les affaires commerciales, était le résultat de 2 décennies de travail acharné. Il était admiré pour sa précision et sa capacité à dénouer les situations les plus inextricables. Mais derrière cette réputation se cachait un homme qui avait sacrifié beaucoup pour arriver là. Lorsque la porte s'ouvrit, Matteo se tourna et offrit un sourire calculé à ses clients. La réunion fut un succès, comme toujours, mais une fois seul dans son bureau, il sentit la fatigue le submerger. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir et ferma les yeux. Des images floues d'un lac sombre, des bulles d'air remontant à la surface, et cette lumière si vive, si chaude, envahirent son esprit. Il se redressa brusquement, chassant ses souvenirs qu'il s'efforçait d'enterrer depuis des années. Mais il revenait toujours, surtout ces derniers temps. La nuit, les rêves prenaient une tournure oppressante. Il se revoyait enfant, plongeant dans les eaux glacées, étouffé par le froid et la peur. « Arrête, Matteo » murmura-t-il pour lui-même. « Ce n'est rien, juste le stress. » Il se leva et se dirigea vers le petit bar, installé dans un coin du bureau. Il versa une goutte de whisky dans un verre, hésita, puis le reposa sans y toucher. Les mots d'Élise, son ex-femme, résonnent dans sa tête. « Tu te caches derrière ton travail. Et quand tu ne travailles pas, tu te caches derrière ton verre. Combien de temps penses-tu tenir comme ça ?» Il n'avait jamais répondu à cette question, peut-être parce qu'il n'avait pas la réponse. Eden. Il pensa à sa fille. Adolescente, elle vivait avec sa mère dans un appartement situé à quelques rues de son bureau. Pourtant,
Ils ne se voyaient presque jamais. Le peu de messages qu'ils échangeaient était souvent monosyllabique. Et chaque fois qu'il proposait de la voir, elle trouvait une excuse. Matteo ressentait une bouffée de culpabilité. Peut-être que c'était de sa faute. Il avait été absent, trop concentré sur ses dossiers. Élise avait raison. Il s'était enfoui dans son travail pour oublier le naufrage de son mariage, mais il ne pouvait pas nier que la distance avec Eden était une plaie ouverte qu'il ne savait pas comment soigner. Un nouveau coup à la porte le sortit de ses pensées. Cette fois, c'était la messagerie interne du cabinet qui lui faisait parvenir un courrier. Il arracha l'enveloppe et l'ouvrit machinalement. Un rendez-vous médical pris à sa place par sa secrétaire. Une visite chez le cardiologue, murmura-t-il. Elle exagère. Mais au fond, il savait qu'elle avait raison. La douleur dans sa poitrine était bien plus qu'un simple effet du stress. Pourtant, il repoussa le papier sur le côté et reprit machinalement le dossier posé sur son bureau. Il n'avait pas le temps pour ça. Pas aujourd'hui. La lumière de fin de journée s'éteignait peu à peu sur Paris. Dans le bureau silencieux, Matteo, seul avec ses réflexions, fixait une photo encadrée sur son bureau. Eden, bien plus jeune, riant aux côtés d'Élise. Une famille à jamais fragmentée, mais qui continuait de hanter ses jours et ses nuits. Chapitre 3. Jacques, le visiteur troublant. Le bureau de Matteo Delcourt, baigné par la lumière artificielle des néons, respirait le minimalisme et la rigueur. Les meubles en bois sombre et le cuir noir étaient parfaitement alignés. Chaque élément de décoration choisi avec précision pour refléter une image de contrôle absolu. Mais ce matin-là, un léger désordre trahissait l'agitation intérieure de Matteo. Un dossier à moitié ouvert traînait sur le bureau. Un stylo reposait maladroitement au bord de la table. Et une tasse de café refroidi laissait une auréole sur un sous-verre. Matteo était absorbé par la lecture d'un contrat complexe lorsque la secrétaire entr'ouvrit la porte, son visage trahissant une hésitation inhabituelle. « Monsieur Delcourt, un certain Jacques Morel demande à vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il affirme que c'est urgent. » Matteo fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Et il avait horreur des interruptions imprévues. Pourtant, il acquiesça d'un geste bref. « Faites-le entrer. » Quelques secondes plus tard, un homme entra dans le bureau. Jacques Morel avait une allure difficile à cerner. Grand et mince, il portait un costume gris sobre, mais d'une coupe dépassée, qui contrastait avec les standards luxueux auxquels Matteo était habitué. Ses cheveux poivre et sel étaient peignés en arrière, et son regard bleu clair, perçant, semblait capable de lire dans les âmes. « Matteo Delcourt, » dit Jacques, en tendant une main ferme. « Merci de me recevoir. » Matteo se leva par politesse et serra sa main, bien que l'étrangeté de l'homme le mettait déjà mal à l'aise. « Monsieur Morel, que puis-je pour vous ?» Jacques prit place sans y être invité, s'installant avec une aisance déconcertante. Matteo, contrarié par ce manque de protocole, retourna s'asseoir, gardant un visage neutre mais ferme. « Ce que je vais vous dire pourrait vous paraître surprenant, » commença Jacques, sa voix grave et calme emplissant l'espace. « Mais je vous demande d'écouter sans juger. » Matteo haussa un sourcil, intrigué malgré lui. « Je suis médecin oncologue de formation, mais ce n'est pas en tant que tel que je suis ici aujourd'hui. Je suis, disons, un messager. »
Un messager » répéta Matteo, incrédule. « Oui, mon rôle est d'intervenir auprès des personnes qui sont proches de la mort. Proches de la mort. Proches de la mort. » Une tension glaciale envahit la pièce. Matteo fixa Jacques, cherchant des signes d'équilibre mental ou d'intention cachée. Il s'adossa à son fauteuil, croisant les bras. « Vous affirmez que je vais mourir ?» demanda-t-il finalement, son ton oscillant entre l'ironie et l'agacement. Jacques esquissa un sourire apaisant, mais loin d'être rassurant, il semblait presque déroutant. « Pas forcément, pas tout de suite en tout cas, mais votre chemin croise le mien pour une raison, et souvent, cette raison est liée à un danger imminent. » Matteo sentit son estomac se nouer, une douleur fugace pulsa dans sa poitrine, comme pour valider les paroles de Jacques. Mais il chassa cette pensée d'un revers de main. « Écoutez, monsieur Morel, je suis un homme très occupé. Si vous essayez de me vendre une quelconque philosophie mystique, vous perdez votre temps. » Jacques resta imperturbable, ses yeux fixés sur Matteo avec une intensité presque inconfortable. « Ce n'est pas une question de mysticisme, Matteo. C'est une question de priorité. Avez-vous récemment songé à votre fille, Eden ?» Le nom de sa fille, prononcé par cet étranger, frappa Matteo comme une gifle. Il se redressa, le regard sombre. « Comment connaissez-vous ma fille ?» Jacques ne répondit pas immédiatement. Il semblait peser chacun de ses mots. « Mon rôle n'est pas de vous convaincre. Mon rôle est de vous montrer que la vie est fragile, que les liens que nous avons avec nos proches sont ce qui compte le plus. Je suis ici pour vous aider à voir cela avant qu'il ne soit trop tard. » Le silence qui suivit était assourdissant. Matteo était partagé entre l'envie de réprimander cet homme pour son intrusion et celle de l'écouter davantage, attiré par une intuition qu'il ne comprenait pas lui-même. « Pourquoi moi ?» finit-il par demander, presque à voix basse. Jacques se leva lentement, arrangeant machinalement son costume démodé. « Vous avez encore des choses à accomplir, Matteo. Mais il ne tient qu'à vous de faire les bons choix. Prenez soin d'Eden. Rapprochez-vous d'Élise. » Il marqua une pause, le fixant avec une intensité désarmante. « Nous nous reverrons. » Et sur ces mots, Jacques quitta le bureau, laissant Matteo dans un tourbillon de questions et de doutes. Pendant de longues minutes, il resta immobile, le regard perdu dans le vide. Les paroles de cet homme, aussi absurdes soient-elles, avaient réveillé quelque chose en lui. Une peur latente, une prise de conscience qu'il n'osait pas encore nommer. Dans le silence de son bureau, la photo d'Eden et d'Élise semblait le fixer, pesant sur lui comme un reproche muet. Chapitre 4. Les ombres du passé. Le trajet vers la maison de campagne familiale en Normandie s'était fait dans un silence pesant. La route sinueuse bordée de champs et de pommiers en fleurs, d'habitude apaisante, n'avait eu aucun effet sur Matteo. Sa voiture filait sur l'asphalte humide, les essuie-glaces battant au rythme de sa tension intérieure. Depuis la visite de Jacques, ses pensées tournaient en boucle, inlassablement. La maison apparut au détour d'un virage, nichée dans une clairière entourée de bois, une bâtisse ancienne, aux murs de pierre usés par le temps et aux volets bleu pastel délavés. C'était un lieu de joie, de rire et de projets partagés. Aujourd'hui, elle semblait vide, presque hostile. Matteo arrêta la voiture devant le portail rouillé et resta assis un moment,
Le regard fixé sur la façade, le souvenir d'Élise apparut fugacement, son rire clair résonnant dans le jardin, le pan de sa robe d'été dansant sous la brise. Mais cette image fut vite remplacée par celle de leur dispute, leurs mots durs jetés comme des armes. Il soupira, attrapa ses clés et descendit de la voiture. Chaque pas vers la porte d'entrée semblait lourd, comme si le poids de ses erreurs l'empêchait d'avancer. La maison était figée dans le temps, l'odeur de bois vieilli et de renfermé l'accueillit lorsqu'il poussa la porte. Il passa dans le salon où des cadres poussiéreux reposaient sur le manteau de la cheminée. Il y avait des photos de leur mariage. Lui, jeune et plein d'espoir, tenant la main d'Élise, rayonnante dans sa robe ivoire. D'autres montraient une petite Éden souriante, serrant un ballon rouge dans le jardin. Matteo tendit la main pour attraper un cadre, mais hésita. Il se contenta de l'effleurer avant de s'éloigner, incapable de soutenir son propre regard sur ces fragments du passé. Dans la cuisine, tout était exactement comme il l'avait laissé. Une vieille horloge murale émettait un tic-tac monotone, brisant le silence. Matteo s'assit à la table, ses mains jointes devant lui. Les souvenirs déferlèrent. « Tu travailles trop, Matteo, » disait souvent Élise. « Tu t'éloignes de nous. »« Je fais ça pour nous, » répliquait-il, le ton sec, pour que nous ayons une vie confortable. Mais la vérité était qu'il avait fui leurs différences, fui les compromis qu'il aurait dû faire, et à force de s'enfuir, il avait tout perdu. Un bruit léger le fit sursauter. Il tourna la tête et vit Éden debout dans l'encadrement de la porte, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Ses yeux, d'un brun profond, le fixaient avec une lueur de curiosité mêlée de réserve. « Salut, papa !» dit-elle simplement. Matteo se leva, maladroit. Il avait proposé à Éden de l'accompagner dans cette maison, espérant réparer une partie de ce qu'il avait brisé. Mais maintenant qu'elle était là, il ne savait plus quoi dire. « Salut, ma grande. Merci d'être venue. » Elle haussa les épaules et entra dans la pièce, passant ses doigts sur le bois de la table. « C'est bizarre d'être ici, » murmura-t-elle. « Je me souviens de cet endroit, mais tout me semble plus petit. » Matteo esquissa un sourire triste. « Tu avais 6 ans la dernière fois qu'on est venu. On passait nos étés ici, tu te souviens ? » ?»« Oui. Et maman faisait des tartes aux pommes, » ajouta-t-elle avec un petit rire. « J'adorais ça. » Le silence qui suivit était chargé de non-dits. Matteo savait qu'il devait dire quelque chose, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. « Éden, je sais que j'ai été absent, » finit-il par dire, « et que je n'ai pas été un bon père. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par son ton sincère. « C'est vrai, » dit-elle doucement. « Mais il n'est peut-être pas trop tard. » Ces mots, simples mais lourds de signification, frappèrent Matteo en plein cœur. Il hocha lentement la tête, ravalant une émotion qui menaçait de le submerger. Ils passèrent le reste de la journée à explorer la maison, redécouvrant les souvenirs enfouis dans chaque pièce. Pour la première fois depuis des années, Matteo sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il pouvait encore réparer une partie de sa vie. Mais dans un coin de son esprit, les paroles de Jacques continuaient de résonner, comme une ombre planant sur cette fragile tentative de réconciliation.
Chapitre 5. L'inconnu sur le banc. Paris baignait dans une lumière grise, filtrée par un ciel bas et lourd. Matteo, d'un pas lent, longeait les rues bordées d'arbres nus. Les bruits familiers de la capitale, le grondement des voitures, le cliquetis des talons sur les pavés, semblaient étrangement distants. Depuis sa rencontre avec Jacques, un malaise insidieux s'était installé en lui. Tout autour de lui, chaque détail, chaque coïncidence semblait chargé d'un sens qu'il ne pouvait expliquer. Il avait commencé à remarquer des signes, une douleur fugace dans sa poitrine, des rêves où l'eau et la lumière revenaient sans cesse, des ombres fugitives dans son esprit. Mais plus que tout, c'était l'idée plantée par Jacques qui l'obsédait. Était-il vraiment en danger? Ou était-ce une manipulation savamment orchestrée? Assis à une terrasse de café, un expresso refroidissant devant lui, Matteo cherchait des réponses. Il fouilla dans ses souvenirs de leur échange. Cet homme avait-il mentionné des faits précis, des preuves tangibles? Non, rien qui ne puisse être vérifié. Mais alors qu'il prononçait mentalement le mot preuve, une voix grave le sortit de ses pensées. « Vous avez des doutes, n'est-ce pas ?» Matteo sursauta. Jacques se tenait là, debout à côté de lui, vêtu de son éternel costume gris. Comment l'avait-il trouvé? Depuis combien de temps était-il là? « Ce n'est pas anormal, » poursuivit Jacques avec un léger sourire. « Les doutes font partie du processus. Venez avec moi demain à 11h. » Matteo resta figé, ses mains serrées autour de sa tasse. Il hésitait entre rejeter cet homme une fois pour toutes ou accepter son invitation par pure curiosité. Finalement, il hocha la tête. Le lendemain, Matteo retrouva Jacques sur les quais de la Seine. Le fleuve, calme et indifférent, reflétait les arches des ponts qui l'enjambaient. Jacques l'attendait près d'un banc, le regard tourné vers l'eau. Il fit signe à Matteo de le suivre. « Venez, nous allons marcher un peu. » Ils empruntèrent un pont qui surplombait une route nationale. Le brouhaha incessant des véhicules contrastait avec l'atmosphère pesante qui régnait entre eux. « Vous savez, Matteo, les doutes sont normaux. Surtout dans la société dans laquelle nous vivons, tout est calculé, mesuré, et pourtant, certaines choses échappent toujours à notre compréhension. » Matteo restait silencieux, attentif à chaque mot, mais son esprit restait en alerte. Il n'arrivait pas à se détacher de l'impression que cet homme jouait avec lui. Jacques s'arrêta soudainement et désigna un banc, un peu plus loin, sur le trottoir d'en face. Un homme y était assis, tête baissée, les coudes sur les genoux. Il semblait totalement perdu dans ses pensées. « Regardez cet homme, » dit Jacques. « Demain, il ne sera plus de ce monde. » Matteo tourna brusquement la tête vers Jacques, choqué. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Il va se jeter d'un pont, juste là, au-dessus de la nationale. Malheureusement, nous manquons de passeurs. Cet homme aurait pu être accompagné dans ses derniers moments. » Matteo sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Il fixa l'homme sur le banc, essayant de comprendre. « Comment pouvez-vous savoir ça? Pourquoi ne pas lui parler? Vous pourriez l'aider ?» Jacques secoua lentement la tête. « Ce n'est pas mon rôle. J'ai d'autres responsabilités. Mais vous, Matteo, peut-être que cela pourrait être le vôtre. » Cette phrase le frappa comme un coup de poing. Avant de pouvoir réfléchir davantage, il s'éloigna de Jacques et traversa la rue pour rejoindre l'homme sur le banc. À mesure qu'il s'approchait,
Son cœur battait plus fort. L'homme avait les yeux cernés, le visage creusé par la fatigue. Ses mains tremblaient légèrement. « Excusez-moi » commença Matteo d'une voix hésitante. « Vous allez bien » L'homme releva la tête, surpris. Ses yeux exprimaient une douleur sourde, mais aussi une méfiance palpable. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'un ton sec. « Je passais par là. Vous avez l'air perdu. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?» L'homme le fixa un long moment, comme s'il essayait de deviner ses intentions. Puis, soudain, il se leva brusquement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », lâcha-t-il, avant de s'éloigner précipitamment. Matteo resta immobile, le souffle court. Une main se posa sur son épaule. Il sursauta et se retourna pour voir Jacques, debout derrière lui. « Cela ne changera rien, » dit Jacques doucement. « Vous avez simplement repoussé les choses. » Matteo sentit une vague d'impuissance l'envahir. Pour la première fois, il commençait à croire que Jacques avait raison, que tout était inéluctable. Et dans un coin de son esprit, il ne pouvait s'empêcher de penser que son propre temps était compté. Chapitre 6. Un dernier Noël avec Éden. La neige tombait doucement sur le toit de la petite maison louée par Matteo, recouvrant tout d'un manteau blanc immaculé. Située à la lisière d'un village normand, la bâtisse semblait tout droit sortie d'un conte de fées, avec ses volets verts et sa cheminée qui laissait s'échapper une fine volute de fumée. Matteo avait choisi cet endroit pour leur réunion de Noël, espérant que ce cadre apaisant pourrait briser les murs qui s'étaient dressés entre eux au fil des années. À l'intérieur, l'odeur des épices et du sapin fraîchement décoré flottait dans l'air. Éden, assise sur le canapé, manipulait distraitement une guirlande lumineuse. À 16 ans, elle avait cette manière d'être à la fois là et ailleurs, enfermée dans un monde qu'il peinait à atteindre. Élise, quant à elle, était en cuisine, préparant les derniers détails du repas. Matteo, debout près de la cheminée, regardait la scène avec une nervosité mal dissimulée. « Alors, tu as bien installé les guirlandes, papa ?» demanda Éden, sans lever les yeux. Matteo esquissa un sourire maladroit. « Pas aussi bien que toi, je pense, mais je me suis débrouillé. » Elle haussa les épaules, un petit sourire en coin. Ce simple échange, bien que banal, lui donnait l'impression de franchir une barrière invisible. Élise entra avec un plateau de biscuits, s'essuyant les mains sur un torchon. « J'espère que vous avez faim, » dit-elle, son ton léger, mais teinté d'une réserve qu'elle ne pouvait cacher. « Toujours, » répondit Matteo en essayant de détendre l'atmosphère. Elle sourit, un sourire qui semblait presque nostalgique. Le silence retomba, chargé de non-dits. Matteo sentait que chaque mot, chaque geste était pesé, comme si le fragile équilibre de leur réunion pouvait se briser à tout moment. Ils passèrent à table, une petite table ronde décorée de bougies et de branches de houx. Le repas, bien qu'excellent, fut ponctué de silences lourds et d'échanges timides. Matteo tenta de faire la conversation, parlant du village, de l'école d'Éden, mais il sentait qu'un poids invisible pesait sur chacun d'eux. « Alors, papa, pourquoi tout ce déploiement ?» demanda soudain Éden, brisant le silence. « Louer une maison, préparer tout ça, ce n'est pas vraiment ton genre. » Matteo posa ses couverts, pris au dépourvu. «
Je voulais juste qu'on passe un moment ensemble. Ça faisait longtemps. » Eden plissa les yeux, comme si elle cherchait une vérité cachée dans ses mots. « Longtemps, oui. Je suppose que c'est mieux que jamais, » murmura-t-elle. Matteo sentit une pointe de culpabilité lui transpercer le cœur. Il regarda Élise, espérant trouver du soutien, mais elle évita son regard. Le poids de ses absences, de ses erreurs passées, semblait peser encore plus lourd dans cette petite maison. Après le repas, ils se regroupèrent près de la cheminée. Matteo avait préparé un feu qui crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Eden, emmitouflée dans une couverture, feuilletait un livre sans grande attention. Élise sirotait une tasse de thé, assise dans un fauteuil. Matteo se tenait debout, fixant les flammes, comme s'il cherchait des réponses dans leur danse hypnotique. Puis, il sentit une présence. Il tourna la tête vers la fenêtre. Dans l'obscurité de la nuit, une silhouette se tenait au loin, juste assez proche pour être distinguée sous la lumière pâle du lampadaire. Jacques. Matteo sentit une vague d'angoisse monter en lui. Que faisait-il ici? Pourquoi ne pouvait-il pas le laisser tranquille, ne serait-ce qu'une soirée? Il s'excusa brièvement et sortit, enfilant son manteau à la hâte. La neige crissait sous ses pas, tandis qu'il s'approchait de Jacques, qui semblait l'attendre, impassible. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Matteo d'une voix tendue. Jacques, vêtu de son habituel costume gris, haussa légèrement les épaules. « Je veille. »« Veillez ? Vous ressemblez à un ange de la mort, » répondit Matteo avec amertume. Jacques ne réagit pas à la pique. Son regard bleu perçant semblait sonder Matteo jusqu'au plus profond de son âme. « Je voulais simplement m'assurer que vous profitiez de ce moment. Ils sont rares, ces instants, où tout semble en équilibre, n'est-ce pas? En équilibre? Vous plaisantez? Chaque mot que je dis pourrait tout faire voler en éclats. Vous voulez vraiment m'aider? Alors partez. » Jacques le fixa longuement, puis inclina la tête. « Vous savez que je ne peux pas faire ça. Mais je peux vous donner un conseil, si vous voulez bien l'entendre. » Matteo croisa les bras, défiant. « Allez-y. Le passé ne peut être effacé, mais le présent est entre vos mains. Si vous voulez vraiment réparer quelque chose, commencez par écouter. » Sur ces mots, Jacques tourna les talons et s'éloigna dans la nuit. Matteo resta immobile, regardant la silhouette disparaître sous les flocons de neige. Lorsqu'il rentra, Eden et Élise étaient toujours là, près du feu. Matteo se rassit, essayant de cacher le trouble qui l'agitait. « Tout va bien, papa ?» demanda Eden en levant les yeux de son livre. Il la regarda, puis Élise. Ces deux femmes représentaient tout ce qu'il avait de plus précieux, et pourtant, il avait passé tant de temps à les tenir à distance. « Oui, » répondit-il doucement, « tout va bien. » Mais dans son cœur, il savait que rien n'était encore réglé. Chapitre 7. Le poids du silence. L'hôpital avait cette odeur stérile et oppressante qui semblait s'infiltrer sous la peau. Matteo, assis sur une chaise inconfortable, dans la chambre d'Élise, regardait les moniteurs émettre leur bip régulier. Élise, allongée dans le lit, avait l'air étonnamment calme, presque trop. Sa peau, plus pâle qu'à l'habitude, contrastait avec la chaleur de son sourire qu'elle s'efforçait de maintenir. « C'est juste un contrôle de routine, » disait-elle.
Rien de grave. Matteo serra les poings sur ses genoux. Il savait qu'elle minimisait les regards furtifs des infirmières, les termes techniques qu'il ne comprenait pas mais qui flottaient dans l'air. Tout cela criait une vérité qu'elle refusait d'admettre. « Tu n'as pas besoin de rester ici, Matteo. Retourne travailler ou profite du temps avec Eden. Et te laisser seul? Pas question, répliqua-t-il doucement. Elle hocha la tête, un soupir mélancolique échappant de ses lèvres. Plus tard dans la journée, Matteo quitta l'hôpital. Il avait besoin de respirer, de remettre de l'ordre dans ses pensées. La nouvelle de la maladie d'Élise, bien que non verbalisée, pesait sur lui comme un étau. Il déambula sans but jusqu'à un parc voisin. Les enfants jouaient dans l'herbe, leur rire résonnant comme un écho lointain. Il s'assit sur un banc, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains croisées devant lui. Il pensait à sa fille. Si quelque chose arrivait à Élise, Eden se retrouverait seul. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Mais comment pouvait-il prévoir l'imprévisible? Comment pouvait-il protéger celle qu'il aimait quand tout semblait lui échapper? « Elle est forte, votre fille. » Matteo releva la tête brusquement. Jacques se tenait debout à quelques mètres de lui, les mains croisées dans son dos. L'air solennel, il s'approcha lentement. « Vous me suivez ?» demanda Matteo, son ton oscillant entre colère et fatigue. « Pas exactement. Mais je savais que vous viendriez ici. » Matteo détourna le regard, fixant un point invisible dans l'herbe devant lui. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, Jacques. Pourquoi vous insistez à ce point? Vous avez dit que mon temps était compté, que je devais me préparer. » Jacques s'assit à côté de lui. Pendant un moment, il resta silencieux, regardant les enfants jouer comme si c'était eux qu'il venait observer. « Vous avez mal interprété mes paroles, Matteo. Mon rôle n'est pas de vous accompagner dans votre mort. » Ces mots frappèrent Matteo comme un coup. Il tourna la tête vers Jacques, les sourcils froncés. « Alors, pourquoi êtes-vous là ?» Jacques tourna lentement son regard vers lui, ses yeux d'un bleu perçant semblant sonder son âme. « Je suis ici pour vous proposer de devenir un passeur. » Matteo resta figé, incapable de répondre. Jacques continua, sa voix calme et posée. « Votre vie est loin d'être terminée, Matteo. Vous avez encore beaucoup à vivre. Mais si je suis ici, c'est pour vous dire qu'il est temps de prendre un nouveau rôle, celui d'un passeur. Et votre première mission sera d'accompagner Élise. 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 Le monde sembla vaciller autour de Matteo. Il inspira profondément, cherchant à réprimer l'émotion brute qui montait en lui. Mais c'était inutile. Une larme roula sur sa joue. « Depuis le début, vous êtes là pour Élise, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Jacques hocha doucement la tête. « Oui, mais elle a besoin de vous. Et vous avez besoin de ce rôle pour comprendre ce qui compte vraiment. » Les mots de Jacques étaient à la fois une révélation et un fardeau. Matteo se prit la tête entre les mains, incapable de contenir les larmes qui venaient maintenant librement. « Comment suis-je censé faire cela ?» Jacques posa une main ferme mais rassurante sur son épaule. « En étant présent, en écoutant, c'est tout ce qu'elle attend. » Matteo leva les yeux vers Jacques. Il y avait dans son regard une détermination qu'il ne connaissait pas en lui-même, mais qui, il le savait, était nécessaire.
je vais le faire. » Jacques lui sourit, un sourire empreint de gratitude et de respect. « Vous ne le regretterez pas. » Dans le parc, les rires des enfants continuaient, comme un écho d'espoir dans une journée chargée de gravité. Épilogue. La mer s'étendait à perte de vue, calme et infinie, sous un ciel gris-bleu où flottaient de rares nuages. Sur la plage normande, le vent jouait dans les cheveux d'Éden et de Matteo, porteur d'un mélange d'apaisement et de mélancolie. La boîte en bois que tenait Matteo dans ses mains semblait plus légère qu'il ne l'avait imaginé, mais son contenu pesait lourd dans son cœur. Élise était partie, paisiblement, dans ses bras. Matteo se souvenait encore du moment précis, de son dernier souffle, de ce regard serein qu'elle lui avait offert avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Ce souvenir le hantait, autant qu'il le réconfortait. Éden était à ses côtés, silencieuse. Elle tenait un bouquet de petites fleurs sauvages qu'elle avait cueillies ce matin-là. Elle ne comptait pas vraiment disperser les cendres sur cette plage par hasard. C'était ici qu'ils avaient passé un de leurs plus beaux étés ensemble, il y a bien des années. Une mémoire d'une époque heureuse que Matteo avait réalisé trop tard avoir pris pour acquise. « Tu veux dire quelque chose ?» demanda Éden doucement. Matteo prit une profonde inspiration. Les mots se formèrent lentement dans son esprit. « Ta mère elle était la meilleure partie de moi. Et même si je n'ai pas toujours été à la hauteur, elle m'a montré ce que cela voulait dire d'être vraiment présent. Je veux que tu saches, Éden, que je suis fier de toi et que je ferai tout pour être là, maintenant. » Éden hocha la tête, les yeux brillants. Elle ne dit rien, mais Matteo comprit que ses paroles l'avaient touché. Ils s'avancèrent ensemble jusqu'à la ligne des vagues où l'eau glaciale venait caresser leurs pieds. Avec un geste lent et solennel, Matteo ouvrit la boîte. Les cendres d'Élise furent emportées par le vent, tourbillonnant brièvement avant de se fondre dans l'immensité. Éden jeta les fleurs sauvages dans les vagues, les regardant s'éloigner doucement. « Tu crois qu'elle est en paix ?» demanda Éden, rompant le silence. Matteo hocha la tête, fixant l'horizon. « Oui, et je crois qu'elle veut que nous le soyons aussi. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ce jour à l'hôpital. Depuis, Matteo avait embrassé son rôle de passeur, non sans peur, mais avec une détermination nouvelle. Il avait appris à écouter, à accompagner ceux qui, comme Élise, avaient besoin d'une présence aimante dans leurs derniers instants. Éden et lui s'étaient rapprochés. Ils s'étaient promis de ne plus laisser le temps et ses obligations s'interposer entre eux. Chaque moment était devenu précieux, chaque échange porteur d'un sens. Alors qu'ils rebroussaient chemin sur la plage, laissant les vagues murmurer leurs adieux, Matteo posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu sais, Éden, la vie, c'est comme cette plage. Elle est belle, mais elle est éphémère. Il faut prendre le temps d'en profiter, et surtout, de chérir ceux qui partagent ces instants avec toi. » Éden le regarda, esquissant un sourire triste, mais sincère. « Je crois que maman serait fière de toi, papa. » Ces mots étaient tout ce dont il avait besoin pour la première fois depuis longtemps,
Matteo se sentit en paix. Il n'avait pas seulement retrouvé un lien avec sa fille, il avait retrouvé une partie de lui-même, une partie qu'il pensait avoir perdue. Au loin, le soleil perçait enfin les nuages, projetant une lumière dorée sur les vagues, un signe, peut-être, qu'il était temps d'avancer.